le Centre d'action laïque de la province de Liège vous présente En lutte saison 2, les podcasts où nous donnons la parole à celles et ceux qui luttent, qui s'organisent, qui protestent et inventent de nouvelles manières de résister. Chaque épisode vous emmène au cœur des luttes sociales, féministes, antifascistes, écologiques, syndicales, bref, partout où l'on refuse l'injustice et où on imagine un monde plus juste. Parce que toute conquête sociale est le fruit d'un combat collectif. Et surtout parce que rien n'est jamais acquis, nous vous proposons d'interroger le pouvoir, de dénoncer les dominations et les luttes d'hier, d'aujourd'hui et c'est l'avenir. Alors aujourd'hui, je me trouve en compagnie d'un monsieur extrêmement intéressant. Il est là pour nous parler de l'accès aux soins de santé pour les personnes sans papier, mais surtout de comment on fait concrètement pour se soigner en Belgique quand on n'a pas droit à la sécurité sociale. Moi, je m'appelle Télésphore. Et voilà, je suis camerounais de nationalité. Bon, je pense que, comment on appelle, le podcast, c'est ça? Podcast, oui. Oui, tombe à point nommé puisque je fais aussi de la santé. Ça fait plusieurs années que je suis dans la santé, dans mon pays d'origine et bien plus ailleurs. Je n'ai pas eu, je vais appeler ça quoi, entre guillemets, un souci de santé. Toute personne qui est en bonne santé est un malade qui s'ignore. Donc, je ne peux pas dire que je suis en santé, mais jusqu'ici, je n'ai pas encore eu un souci majeur au point où il fallait absolument me retrouver dans un centre hospitalier ou me faire des soins, et voilà. Donc, oui. Tu disais que tu es dans la santé, ça veut dire qu'au Cameroun, tu étais médecin, infirmière, infirmier? Oui, j'étais infirmier et technicien de laboratoire. Et tu as exercé, Pendant 14 années. Mais donc tu me dis que toi, tu n'es pas encore tombé malade. Est-ce que, si ça venait à arriver, ce que je ne te souhaite pas, oui, bien. Est-ce que tu sais quelle démarche tu devrais entreprendre? Oui, ça c'est le plus difficile pour moi pour le moment parce que vraiment, sans vous mentir, je ne peux pas dire je sais où aller et comment faire. Ça c'est une porte qui est encore vraiment fermée. Certes, comme je l'ai dit, je n'ai pas encore eu une situation pareille, mais si ça arrive, comme vous êtes en train de le dire, moi je ne sais pas. Afin de répondre à la question de Télésphore, j'ai interviewé Isabelle Poney. Elle travaille depuis des années avec des personnes migrantes et sans papier. Isabelle, peux-tu nous expliquer ce que peuvent faire ces personnes si elles ont un souci de santé? Elles peuvent utiliser l'aide médicale urgente. Est-ce que tu sais nous en dire plus sur l'AMU? Oui. L'aide médicale urgente, elle a super bien évolué. Car au début, donc les mamans l'utilisent. Quelques jours par semaine, elles peuvent se présenter avec leurs problèmes de santé et celui de leur enfant, celui de leur enfant. Ok. C'est dans un CPS, c'est ça? C'est toujours lié, à ma connaissance, au CPS de l'endroit où on est. Et donc ici, Saint-Jacques, qui est, je crois, le lieu central du CPS de Liège. D'accord. C'est certains jours. Oui, donc voilà, elle pouvait se présenter. Et je pense que maintenant, l'accueil est beaucoup plus facile, plus agréable. Donc, le problème, c'est que pour pouvoir se présenter à l'aide médicale urgente des communes, parce que théoriquement, il y en a dans chaque commune, dans chaque CPS, il faut avoir une adresse. Alors, chez nous, c'était des mamans qui étaient en demande de régularisation, donc nécessairement, elles avaient une adresse donnée à l'avocat et à la commune, puisqu'on dépose la demande de régul à la commune et à l'État. Donc, ça ne changeait rien pour elles. Mais le problème pour un grand nombre de personnes, et sans doute plus pour les hommes, c'est qu'ils ne veulent pas nécessairement être reconnus. Tous les hommes ne veulent pas donner leur adresse, parce que donner son adresse, c'est aussi le risque d'être expulsé, et de plus en plus. Or, si tu ne donnes pas d'adresse, tu n'as pas droit à l'aide médicale. Donc ça exclut, au point que j'avais lu à l'époque, d'accord, c'est un chiffre d'il y a 7-8 ans sans doute, mais qu'on ne dépassait pas 25-30% de personnes sans papier allant à l'aide médicale. Ça veut dire que la grande partie n'y a pas accès. Si tu devais décrire en 2 phrases maximum
ce qu'est la Sécu solidaire. Tu me dirais que c'était quoi? Devant les problèmes de santé qui se sont accumulés parce qu'elles avaient des enfants et qu'elles étaient des femmes en difficulté, après les longs voyages, avec la difficulté de trouver de la nourriture, le logement ici, de ne pas être arrêté, on n'a tout le temps peur d'être arrêté. Donc la santé des mamans était en difficulté et les enfants, fatalement, reviennent de l'école en amenant des tonnes de problèmes. Donc face à ces problèmes de santé, les mamans se sont mises en coopérative, ont mis ensemble les tout petits revenus qu'elles avaient. Au départ, elles ont décidé de mettre 10 € par mois, chacune. Et parce qu'elles travaillaient un peu de couture, de cuisine, voilà, des petites choses comme ça qui leur permettaient de les avoir. Et elles ont mis ça en commun. Et autour d'elles, nous autres, on a profité de nos carnets d'adresses pour solliciter des tas de Belges ayant des papiers et des revenus qui sont entrés dans le jeu de cette coopérative, si on peut dire. Et tout le monde a mis une petite somme chaque mois. Ce qui permettait d'avoir les sommes nécessaires, on peut en parler très pratiquement, sur tout ce qui était problème de santé, mais qui créait aussi une réflexion collective des mamans qui n'avaient pas nécessairement l'habitude de mutuelle. Et les personnes autour apprenaient aussi à prendre en compte le fait que ces personnes vivent, travaillent avec nous sur le territoire et ne sont pourtant pas reprises dans la sécurité sociale belge, quoi. Au fait, tel que je comprends et tel que les informations qui me reviennent, il faut de l'argent parce que ce sont des actes qu'on doit payer. Vous voyez un peu, aller chez un médecin, il faudrait d'abord, il va te demander est-ce que tu es sur CPAS, est-ce que tu es sur la mutuelle, est-ce que, je sais pas, je ne rassemble pas tous ces éléments. Et du coup, pour moi, je m'abstiens, quoi, de faire une telle démarche que je vois que ça va pas m'aider ou ça ne peut pas faire ce que j'attends. Donc, je préfère rester là et, bon, plier le doigt. En passant, nous avions, puisque, bon, quand je suis arrivé ici, il fallait faire l'équivalence des diplômes. Ouais, bon, voilà, j'étais au CRIPEL, j'ai essayé de faire en attendant peut-être que la procédure avance, mais avec les choses qui traînaient, je me suis senti obligé de m'inscrire dans une école de la place pour aide-soignant. Bon, quand je dis aide-soignant, c'est parce que je n'ai pas trouvé mieux ou comment faire peut-être pour que mes diplômes soient valorisés, pour que je puisse vraiment commencer avec... mais bon, j'ai dit pour ne pas trop chipoter ou encore être là à réfléchir de long à large, j'ai préféré commencer très très si bas. Donc je me suis inscrit là-bas et ce qui a vraiment attiré mon attention par rapport à ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est qu'il fallait faire des examens médicaux. Et pour s'inscrire? Non, pour aller en stage. Ah d'accord. Pour aller en stage. Pour vérifier que vous étiez en bonne santé oui, et apte et à oui, aller en stage. Aller en stage. D'accord. Alors, on nous a demandé, chacun doit aller trouver son médecin ou je sais pas trop, ils appellent ça quoi, de maison de quartier. Oui, maison médicale. Maison médicale de quartier. Donc, c'est là où je n'ai pu rien faire, quoi. Donc, j'étais bloqué à ce niveau. Je n'avais pas un médecin. Je connaissais pas la maison du quartier où il fallait. Et la maison où j'ai même essayé d'appeler, on dit non, on ne peut rien faire. Et voilà, parce que vous n'êtes pas sur mutuelle, je ne sais pas trop. Il y a beaucoup d'autres choses qu'ils ont essayé d'expliquer. Bon, du coup, j'étais obligé d'arrêter là. Et voilà. Du coup, si tu devais formuler en fait une revendication, enfin une ou plusieurs, hein, en te disant ce qui devrait exister aujourd'hui, ce dont toi tu aurais besoin, ce serait quoi exactement? Ce que j'aurais besoin aujourd'hui pour avoir un accès aux soins de santé. Aux soins de santé. Puisque moi je pense que tout part de la régularisation. Tout part de la régularisation. À partir du moment où vous n'aviez pas un statut, ça serait toujours compliqué, ça serait bloqué à tous les niveaux.
tant que vous n'aviez pas un statut, ce serait pas évident. Ça serait vraiment pas évident. Donc, nous traversons des moments très, très difficiles et c'est comme si tu es obligé d'accepter la situation telle qu'elle est et de suivre, d'avancer avec ça. Parce que tu ne sauras quoi faire. Il n'y a pas d'autres issues. Il n'y a pas d'autres moyens. Tant que votre situation n'est pas régularisée pour que vous puissiez entrer dans vos droits et autres. Parce que jusqu'à ce que vous m'aviez dit tout à l'heure, et voilà, est-ce qu'on sait que même si étant migrant, on peut avoir accès aux soins d'urgence? Moi, je ne savais pas ça. Oui. Voilà. Alors, maintenant, la suite, donc on est perdu. Donc, il y a beaucoup de choses qui trottent dans la tête et on ne sait quoi dire, on ne sait quoi faire, on ne sait comment faire, mais on attend juste ce que décide l'Office des étrangers. Je voudrais savoir, donc toi tu es infirmier, oui. C'est un métier en pénurie en Belgique. Oui. Qu'est-ce que tu ressens par exemple vis-à-vis du fait que en Belgique on recherche des infirmiers, mais que le parcours soit aussi difficile pour obtenir une équivalence de ton diplôme et que du coup on passe à côté de quelqu'un qui a probablement énormément de passion. Oui. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Pour moi, quand je suis arrivé, dans un premier temps, j'ai dit, quand j'ai compris le système, j'étais un peu froid parce que, selon les informations, c'est un métier à tension. Donc, les gens, on en a besoin. On a fortement besoin. Mais ça m'a rendu, j'ai dit, mais tiens, je sais même pas comment je vais le dire, mais je dis, mais vous aviez besoin, mais vous ne facilitez pas les choses pour que ces gens qui ont même déjà une expérience puissent chercher, trouver des voies et moyens pour pouvoir les intégrer et que ça puisse vous apporter ce dont vous avez besoin. Peut-être vous partez dans les hôpitaux, on dit il y a manque de personnel. Vous partez dans les maisons de retraite, il y a manque de personnel. Le travail est full. Mais il y a des gens dehors qui ont des compétences. Moi, je vous dis, j'ai 14 ans d'expérience. Donc, vous pouvez qu'à savoir, vous pouvez imaginer un peu ce que c'est. Et j'ai déjà mis sur pied une structure en Afrique. Avant de venir ici, j'étais propriétaire d'une clinique. Donc, quand je parle, ça me fait chaud au cœur. Moi, je me disais, bon, ça permet que je sois au service de la population. Mais c'est verrouillé. Vraiment, c'est dur. C'est dur parce que même en formation d'aide-soignant que nous avions commencé, on ne facilite pas les choses. Il faut regarder, il faut qu'on essaye de regarder les valeurs. Il faut qu'on essaye de regarder les compétences. Il ne faudrait pas qu'on les voie seulement comme des migrants. Il faut qu'on les voie aussi comme des personnes qui peuvent apporter. Ce qui est de vrai, je suis parti de chez moi pas parce que je voulais. Je suis parti pour des raisons bien précises. Je suis parti à cause de la persécution. Je suis parti avec beaucoup de trucs. Alors, si je suis ici, je ne suis pas venu mendier. Ouais, je ne suis pas venu mendier. Et moi, je ne vais pas... J'ai abandonné beaucoup de choses dans mon pays pour être ici. Je suis un responsable. Donc, vous pouvez imaginer que je suis obligé de tout laisser pour partir. Juste parce que il faut que je me protège. Et si j'arrive et que je dois encore porter cette charge dans ma tête, je vais craquer. Donc, je fais le maximum d'efforts tous les jours que Dieu a créé pour éloigner l'idée de la procédure dans mon esprit. Donc, tu te concentres au jour le jour, c'est ça? Au jour le jour. Je m'occupe. Parce que je ne suis pas, même comme je suis en Belgique, je ne reste pas les bras croisés. Je fais tout ce que je vois. Je suis dans beaucoup de bénévolat. Donc, franchement, je me bats. Je fais ce que je peux faire pour que je ne reste pas à réfléchir. Je ne reste pas à penser. Je ne reste pas à dire,
voilà, je suis arrivé dans un pays, je ne peux rien faire, je suis à la maison, même si je suis malade, je ne peux pas me soigner, je ne peux. Mais à un moment, vous n'allez plus tenir. Hein. Donc, ce que moi je demande, c'est que les gens comprennent, c'est une procédure. Et on laisse que la procédure suive son cours normal. Vous comprenez un peu? Je refuse ça. Moi, j'ai été longtemps cette personne qui était à côté de ses patients, en train de dire non, ça va aller, ça va, bon, tiens bon, ainsi de suite. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à le faire. Donc maintenant, c'est à moi de faire ça sur moi-même. Moi, je ne voudrais pas que quelque chose justifie notre manque de volonté sur quoi que ce soit. Je ne voudrais pas. Moi, je n'accepte pas ça. Moi, je suis quelqu'un de trop discipliné dans tout ce que je fais. Même avec mes employés, ils le savent. Monsieur ne joue pas. Tout doit être... Ne faites pas des choses pour dire non, je dois craquer parce que non. Faites ce que vous aviez à faire. Même si vous aviez 10 patients et que vous sachiez que non, je vais finir à 11h au lieu de finir à 10h30. Souffrez pour les 30 minutes qui restent pour que le travail soit bien fait. Oui, faites le travail bien. Ne négligez, ne négligez aucun détail. Il faudrait que le travail soit bien fait, que vous soyez fiers quand vous rentrez de chez vous. Parce que ce qui est de vrai, nous avions notre conscience. Hein? Et une fois à la maison, nous regardons, nous révisons les actes que nous avons posés dans notre service durant toute la journée. Donc, ce qui fait que tu vas rentrer chez toi. Oh, telle personne-là, je n'ai pas bien injecté. Telle personne-là, je n'ai pas été attentionné. Telle personne, je n'ai pas... Tu vois, tu vas passer le temps avec ça et demain, tu vas encore recommencer encore avec les mêmes bêtises. Non. Il faut rester bien discipliné, quitte à ce que si parmi les 10 que tu devais faire, tu as fait 7 bien. C'est mieux. Mais ça c'est ce que tu dis, ça, tu vois, le fait que on pourrait par exemple en faire 7 bien oui. Au lieu d'en faire 11 oui. moyens, oui. Ben, ça me permet de rebondir sur le fait que, ben, effectivement, si on mettait plus de moyens dans la santé et qu'on pouvait embaucher plus de gens, personnel, voilà, oui. on aurait moins ce genre de problème. Tout à fait. Donc, tout à fait. Parce que je suis allé visiter une maison de retraite. J'étais curieux de dire, bon, je vais regarder comment ils fonctionnent et tout ça, mais je dis, mais ils sont étouffés. À une personne, 15 puisque là-bas c'était au Cantou, ce sont des personnes démentes. Donc, la personne, tu es une seule, tu es seul dans ton unité à gérer 15 personnes. C'est énorme. C'est énorme. Parce que les politiques n'ont pas mis suffisamment de moyens pour régler ça. Il y a des gens qui ont besoin, qui veulent travailler. Et mais il faudrait que ce soit dans des conditions bien établies, bien réglementées. Que quelqu'un travaille, il est fier de sortir de chez lui le matin pour aller servir. Oui, puisque moi je dis toujours, ce sont des hommes, ce sont des humains. On ne peut pas s'amuser sur les humains. Parce que si vous aviez un personnel qui n'est pas bien dans sa tête, vous pensez qu'il va donner un meilleur rendement? Non. Comme j'ai pris la peine d'expliquer, s'il a 11 patients, vous lui dites que non, monsieur, vous avez 11 patients, et à 10 heures, vous deviez me finir tous ces 11 patients, alors vous deviez... Bon, il dit d'accord. Il ne va pas vous dire que je ne pourrais pas le faire. Mais il va dire d'accord. Puisque c'est le chef qui a dit, je vais faire. Il va chipoter, il va faire n'importe quoi, et il va avancer. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ça devient mal. Alors que l'acte de départ est un acte de soin et de faire du bien. De faire du bien. On finit par... Par mal faire. Mal faire. Okay. Mais le pouvoir public doit réagir. Il n'y a rien qui est au-dessus de l'être humain. Alors merci Télésphore pour ton témoignage plein de sens et de sincérité. J'en reviens à toi Isabelle pour la conclusion de ce podcast.
J'avais une dernière question. Si quelqu'un nous écoute pour le moment et se rend compte qu'il ou elle a des problèmes de santé, n'a pas de papier, mais vit de manière, non pas dans une occupation, mais vit de manière seule, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire si elle ou il se rend compte que vraiment il faut voir un médecin? Est-ce que ce serait uniquement de passer par l'AMU, il n'y a pas d'autre solution? Mais à part la solution tout à fait exceptionnelle que tu évoquais tout à l'heure, qui existe certainement, qu'un médecin exceptionnellement accepte de recevoir un cas, donc il faudrait une personne belge qui demande à son médecin, qu'il connaît très bien, de lui faire un cadeau une fois, pour un cas tout à fait particulier et grave. Mais en dehors d'un système comme ça qui ne peut pas être généralisé, il faut absolument trouver le moyen d'être inscrit quelque part, d'avoir une adresse quelque part, en commençant par l'avocat si tu ne veux pas commencer par donner ta vraie adresse, passer par un avocat qui accepte de donner l'adresse du bureau de l'avocat, et avec ça, aller à l'aide médicale urgente. Et alors ça va dépendre des communes, puisque l'aide médicale urgente, elle est liée directement au CPAS, et donc à l'idéologie, à l'état d'esprit et à l'organisation du CPAS. D'accord. Et par exemple, si une personne sans papier se rend compte qu'elle a les symptômes d'une crise cardiaque, immédiatement, est-ce qu'elle a le droit de se rendre aux urgences? Oui, bien sûr. Oui, ça c'est vrai, tu as parfaitement raison. Tu peux appeler le SAMU, le 12, le 112 pour l'affaire. Oui, ça arrive. Hein. On les emmène immédiatement à la citadelle. Et puis après, on régularise. Mais à ce moment-là, on va lui demander évidemment une adresse. Mais on va commencer par la soigner. Oui, il n'y a pas de problème. On est quand même encore en Belgique, en tout cas à Liège. Mais est-ce qu'il y a un risque que l'hôpital dénonce alors la personne qui n'a pas de papier? On n'a jamais eu un cas pareil à Liège. J'ai jamais entendu parler de ça à Liège. Donc, il y a quand même des réseaux très chouettes. J'ai eu une fois une réunion organisée par la petite nouvelle dirigeante de la Sécu, pas la Sécu solidaire, de l'aide médicale urgente, qui est vraiment une très chouette femme, qui a été elle-même jadis étrangère quand elle est arrivée ici. Elle est magnifique, elle a vraiment changé les choses dans le bon sens. Et elle avait réuni un peu tout le monde. Donc moi j'avais été invitée, mais il y avait surtout, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sécu solidaire, donc on était 2, Catherine et moi. Et puis les autres, je me suis rendu compte que c'était les personnes des hôpitaux. En tout cas des CPA, oui. Enfin de lieux, je ne sais pas trop lesquels, mais en tout cas d'hôpitaux, c'est sûr. Et qui avait comme tâche d'essayer de régler ces problèmes-là. D'ailleurs, j'en ai eu parfois au téléphone. Donc, je sentais qu'il y a quand même tout un système de solidarité qui existe ici. Moi, je ne peux pas parler d'au-delà de ceci. D'accord. Je tiens à remercier très sincèrement nos 2 intervenants pour nous avoir éclairés sur ce sujet si important. Ce podcast touche donc à sa fin. En conclusion, j'aimerais rappeler qu'en 2025, la Belgique a de nouveau été condamnée pour avoir laissé des demandeurs d'asile sans accueil ni protection, ce qui a représenté une violation claire de leurs droits les plus fondamentaux. Amnesty International a d'ailleurs souligné que depuis 2021, les autorités belges ont été condamnées des milliers de fois par nos propres tribunaux pour le même manquement sans que la situation ne change. Mais au-delà des condamnations, il faut se souvenir de ce que cela signifie dans la vie quotidienne. Pour beaucoup de citoyennes belges, tomber malade, c'est un désagrément. Mais l'accès aux soins de santé pour bon nombre d'entre nous, ça n'est pas interrogé. Ça semble presque naturel, tandis que pour d'autres, c'est une source d'angoisse. Pour ceux qui vivent sans papier, sans protection sociale, sans accès garanti aux soins, la maladie peut devenir une catastrophe, une source d'angoisse permanente et parfois même une menace de mort. Il n'est pas normal que se soigner soit un privilège réservé à quelques-uns. La santé n'est pas une faveur, c'est un droit fondamental. Mais surtout, n'oublions jamais, la santé n'est pas un privilège, c'est un droit.